Bonjour à tous et à toutes. La présentation suivante a été faite dans le cadre du colloque CALI 2025 organisé par l'École de santé publique de l'Université de Montréal le 14 février 2025. L'activité était consacrée à l'apport transdisciplinaire dans les recherches qualitatives. C'est sous cet angle particulier donc que ma communication a été conçue. Sous cet angle, donc, j'ai présenté certains constats issus de ma recherche doctorale dirigée par Joan Marchand à l'Université de Laval et soutenue devant jury au printemps 2024. La présente communication puise aux apports de différentes disciplines scientifiques telles que la communication, la médecine, la psychologie, la sociologie, les sciences infirmières, la psychosociologie, etc. Mais au cœur de la démarche, on trouve surtout la communication publique et son intérêt pour la persuasion publicitaire, ainsi que la santé publique et sa préoccupation d'intervention populationnelle pour prévenir la maladie ou promouvoir la santé. L'idée de la proximité entre les deux disciplines, santé publique et communication, n'est pas récente. Elle a été présentée de très belle manière par Krebs et Maybach il y a 2 décennies dans un article du Journal of Communication. Dans cette publication, les auteurs ont soulevé la grande similarité entre les disciplines qui, toutes deux, puisaient leurs origines dans les savoirs issus d'autres champs disciplinaires. L'ouverture aux apports de recherche provenant d'autres domaines existe tant en santé publique qu'en communication. Mais les auteurs ont surtout insisté sur les nombreuses convergences et les possibilités intéressantes que la collaboration entre les chercheurs des deux disciplines offrait. Dans leur article, ils parlent d'une approche transdisciplinaire, un concept défini en 2003 par Stockholz comme impliquant l'intégration de perspectives théoriques dans l'intention de produire des analyses novatrices de concepts et phénomènes particuliers. Les auteurs soulignent que les campagnes de prévention produites par la santé publique dans ces activités relevant des administrations gouvernementales forment souvent la base sur laquelle les chercheurs en communication ont étudié et fait progresser notre connaissance de la publicité sociale. Mais le tableau global n'est pas sans problème cependant. Les problèmes principaux sont résumés dans l'illustration actuelle. Les sciences de santé ainsi que la médecine ont une longue tradition quantitative, un parcours fondé sur la présence d'instruments de mesure validés, utilisés selon des règles propres à chaque instrument. La notion de marge d'erreur, de validité des mesures, la pertinence du choix des outils font partie des traditions de recherche en santé. Cette nécessaire préoccupation teinte forcément la pensée et les réflexions des chercheurs issus du milieu de la santé. Ce qui provoque un choc culturel lors des collaborations entre l'univers dominant en santé et celui de la recherche en sciences humaines. Derrière les concepts simples de recherche ou de rigueur scientifique, on trouve vite les particularités d'univers souvent éloignés. Et la distance parfois ressentie entre les approches qualitatives et quantitatives nous donne un bon exemple de cette situation. Il y a quelques années, je me souviens d'une discussion animée avec un statisticien pour qui la recherche qualitative ne pouvait pas produire de données. Ce terme était pour lui réservé à des travaux quantitatifs et on ne trouvait pas donc pour lui des données dans les travaux qualitatifs. Et cette idée rencontrait chez lui un mur impénétrable, construit autour de l'idée que la science reposait sur le travail fait avec des échantillons représentatifs et valables de grandes populations. Cette teinte particulière, provenant de nos formations respectives, est l'un des principaux lieux de confrontation qui affectent les collaborations interdisciplinaires. Pour situer ma démarche en toute transparence, il est intéressant que je me présente. Ma formation initiale, je suis Claude Giroux, ma formation initiale est en pharmacie à l'Université de Montréal et j'ai complété avec des études supérieures en communication publique à l'Université Laval. J'ai été pendant 15 ans praticien-chercheur au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
où à la direction des communications, j'étais responsable des recherches évaluatives et formatives liées aux campagnes de prévention et de promotion de la santé. On parle de thématiques telles que le condom, le port du condom, les ITSS, le tabagisme, la toxicomanie, la dépression, l'exposition au radon, etc. Ma posture est post-positiviste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que j'adhère à une vision où on peut se rapprocher de la réalité, où on peut côtoyer la réalité, mais on ne pourra jamais définir de façon précise, absolue, ce qu'est la réalité. Le paradigme post-positiviste est une approche qui est pertinente pour l'étude des comportements des individus. Ça nous permet d'intégrer à la fois des approches de recherche quantitative et qualitative. J'ai toujours été curieux devant le pré-test publicitaire, surtout à l'époque où j'étais au ministère de la Santé, qui était réalisé selon des conventions qui voulaient que les salles dédiées, les laboratoires d'observation étaient les lieux idéaux pour prétester. Il y avait donc des entreprises offrant ces lieux qui étaient embauchés pour faire des pré-tests dans des salles avec un miroir sans teint, avec des micros, dans un environnement neutre et tout. J'ai toujours eu des doutes sur l'utilisation en publicité sociale d'une technique de recherche qui répondait initialement aux besoins de la publicité commerciale. Le dispositif mis en place pour évaluer les préférences relatives à des shampoings, à des boissons gazeuses, à des marques d'automobiles, peut-il convenir à la publicité sociale où on parle d'idées, où on parle de comportements plus subtils? Donc, en étant partisan d'une démarche scientifique et rigoureuse, j'ai utilisé mon doctorat pour analyser et approcher ce questionnement-là à l'intérieur d'une présentation que je vous fais ici. Maintenant, nous aborderons dans la présentation le cas du pré-test publicitaire et de son utilisation, ainsi que sa contribution aux efforts de promotion de la santé. Le cas servant à illustrer et asseoir ma démarche est celui de la prévention des infections transmises par le sexe et par le sang, donc les fameuses maladies transmises sexuellement. Situons d'abord quelques éléments théoriques indispensables. Nous parlerons de la contribution incontournable du pré-test publicitaire aux campagnes de qualité, campagne publicitaire bien sûr. Cette étape de pré-test tient généralement à l'utilisation aussi de groupes de discussion qui sont effectués auprès des publics ciblés, des populations que l'on souhaite rejoindre. C'est une pratique répandue en marketing social, une pratique qui a été importée en marketing à partir du marketing des causes commerciales, du marketing lié à des entreprises à but lucratif, qu'on essaie de transposer à des causes sociales et à la communication préventive. Cet emprunt, nous le verrons, comporte cependant certains pièges qu'il nous faudra nommer. Le pré-test publicitaire est une étape connue et reconnue par de nombreux auteurs qui font valoir son importance cruciale dans le succès des campagnes. Le pré-test publicitaire ne garantit pas le succès d'une campagne, mais les campagnes qui ont connu le succès ont généralement fait l'objet de pré-tests. Le groupe de discussion est l'instrument privilégié de ces pré-tests publicitaires. C'est la même technique avec des salles dédiées dans des environnements contrôlés, la même technique qui sert au pré-test commercial ainsi qu'au pré-test d'idées et de prévention dans les campagnes sociales. Le questionnement qui est né chez moi vient du fait que la publicité sociale est pourtant fort différente de la publicité commerciale pour différents éléments, entre autres lorsqu'on parle des revenus. On vend des voitures de luxe, des parfums, des boissons à des personnes qui ont des revenus. Or, quand on fait la prévention des ITS, quand on essaie de convaincre les gens de modifier leurs habitudes de tabagisme, il est très fréquent qu'on travaille avec des populations ayant des revenus limités, des revenus modestes. On est loin des méga consommateurs de produits de luxe. Il y a aussi une différence importante en publicité sociale qui se situe dans la littératie. On associe souvent la faible éducation et les faibles revenus
avec une prévalence élevée de problèmes de santé que l'on tente de résoudre avec la communication sociale, avec la publicité sociale. Mais comment parler à une clientèle qui a de la difficulté à comprendre les mots complexes, qui a de la difficulté à maîtriser les textes? C'est une population qui est différente de la population universitaire, de la population scolarisée. Et ça fait partie aussi des différences importantes. Finalement, il y a la notion de faire de la publicité pour changer les habitudes. Changer de marque de shampoing, changer de marque de boisson gazeuse, c'est une chose. Mais demander à quelqu'un qui consomme des drogues, des psychotropes depuis 10 ans, demander à quelqu'un qui consomme le tabac depuis 25 ans de cesser sa consommation, ça va au-delà du choix d'une nouvelle marque ou d'un nouveau produit. On parle d'habitude, on parle d'assuétude, on parle d'addiction. C'est une réalité particulière en publicité sociale qui diffère de la publicité commerciale. Donc, on va regarder dans la démarche que je vous présente les prétextes publicitaires tout en se demandant est-ce qu'il peut y avoir des particularités qui font en sorte qu'on doit ajuster le prétexte publicitaire lorsqu'on parle de publicité sociale. Ce prétexte-là, je vous le rappelle, est commandé par la préoccupation d'efficacité. Si on préteste, c'est pour être capable de faire des campagnes efficaces. Un mot d'abord à propos des groupes de discussion. Au point de vue historique, les groupes de discussion sont nés peu après la Deuxième Guerre mondiale ou en même temps, lorsque Merton et Lazarsfeld ont utilisé des recherches en groupe pour obtenir des données à partir d'une enquête menée auprès de différentes personnes. Initialement, cette démarche servait à économiser un peu de temps, faisant suite à la difficulté qu'il y avait à faire des questionnaires individuels à plusieurs personnes. Maintenant, très rapidement, les chercheurs, sociologues se sont intéressés aux particularités des interactions et à la nature particulière des données qu'on pouvait recueillir dans des groupes. Le marketing et les gens de marketing à cette époque connaissaient un engouement pour les approches psychologiques. On essayait de vendre aux clients l'idée qu'on pouvait entrer dans la tête des consommateurs, que grâce à la science psychologique, la publicité était autre chose que de la simple réclame. Donc le groupe de discussion qui permettait d'avoir une certaine vision de ce qui se passe dans la tête des gens est rapidement devenu populaire. Le groupe de discussion a donné naissance à une industrie du prétexte publicitaire et on a très rapidement vu cet engouement de la part des compagnies qui faisaient des groupes de discussion, des focus group à tout crin. Au point où, chez les chercheurs de niveau universitaire, il y a eu mauvaise presse un peu au niveau des groupes de discussion et il y a eu un délaissement. La réapparition du groupe de discussion s'est faite à la fin des années 70 lorsque des chercheurs qualitatifs ont redécouvert les avantages et les bénéfices du groupe de discussion. Grosso modo, un groupe de discussion, c'est quoi? C'est une technique, tout simplement, un outil, un instrument qui permet aux chercheurs de collecter des données grâce à des discussions ouvertes au sein de petits groupes qui se rencontrent avec un animateur donné. Il y a plusieurs autres définitions, mais c'est probablement la plus simple et la plus fonctionnelle pour ma présentation. Plusieurs auteurs, articles, manuels se sont attardés aux groupes de discussion et aux paramètres qui doivent présider à la tenue de ces rencontres. La plupart du temps, la méthode a été abordée à propos du nombre de participants. Par exemple, on a discuté du nombre de personnes qu'il devait y avoir dans un groupe, 4 personnes, 24 personnes. On a parlé des techniques de recrutement. Est-ce qu'on devait recruter sur place? Est-ce qu'on devait recruter par téléphone? Recruter à l'intérieur de groupes de gens qui se connaissaient ou de groupes de gens qui ne se connaissaient pas? On a parlé du nombre de groupes. Certains auteurs font état de 2 à 3 rencontres de groupe. Dans certains cas, on a jusqu'à 30 rencontres de groupe qui ont été identifiées. Et finalement, on a aussi parlé de la question des incitatifs financiers. Pour certains chercheurs, on ne peut pas offrir d'incitatifs financiers
sous prétexte que ça pourrait biaiser l'opinion des gens qui voudraient faire plaisir à ceux qui les paient, alors que d'autres chercheurs vont nous dire, un chercheur qui demande à des gens de se déplacer, de payer des stationnements, d'avoir à trouver des gardiens, des gardiennes pour leurs enfants, c'est un peu irréaliste de demander, en plus bénévolement et gratuitement aux gens de donner de leur temps. On a parlé aussi dans les articles du déroulement, donc des notions de durée, combien de temps, 30 minutes, 90 minutes, 3 heures. On a parlé de l'animateur qui doit animer. Est-ce que ça doit être le chercheur lui-même? Est-ce que ça doit être un animateur professionnel? Est-ce que l'animateur doit être d'un sexe différent? Est-ce que l'animateur doit être d'un âge différent? On a des articles qui parlent de l'enregistrement, audio, vidéo, quelles sont les façons d'enregistrer, de préserver l'anonymat. On a aussi beaucoup parlé du lieu en se disant surtout que le lieu devait être un endroit facile d'accès, que les participants ne devaient pas passer 15 minutes à chercher quelle était la bonne salle dans un édifice très complexe, qu'il devait y avoir un stationnement à proximité, etc. Et finalement, plusieurs articles touchent l'analyse. Dans le cas des recherches appliquées, on sait que l'analyse, on la souhaite rapide, on souhaite que les personnes qui paient pour les recherches aient rapidement des résultats, c'est demandé. Alors que dans le cas de la recherche scientifique, lorsqu'on utilise le groupe de discussion, l'analyse est plus liée au choix des chercheurs et répond plus à des objectifs de recherche. On cherche quelque chose et on s'arrange pour avoir l'analyse la plus appropriée pour le trouver. Dans le cadre de la recherche appliquée, la recherche liée à une campagne de publicité sociale, le prétest sert à quoi? Mais pour le promoteur, ça sert d'abord et avant tout à anticiper et à comprendre les réactions du public à qui on veut parler. Ça sert à éclairer le choix du matériel à diffuser parfois lorsque, entre autres, on va avoir 2 ou 3 hypothèses de scénarios qu'on aimerait tester pour retenir celui qui donne les résultats les plus adéquats. Il y a cependant, pour le promoteur, cette crainte-là que certains participants pourraient maquiller la vérité, mentir pour éviter d'être jugés, entre autres lorsqu'on parle de comportements qui peuvent faire l'objet de critiques, par exemple l'absence de protection lors des rapports sexuels, la prise de risque, les comportements de consommation de drogue illégale et tout. Donc, il y a cette préoccupation-là. Il y a aussi un besoin de creuser, excusez-moi, chez certains promoteurs pour être capable de favoriser l'expression d'énoncés que les personnes ne censureraient pas. On essaie de comprendre pourquoi certaines personnes posent tel ou tel geste et on essaie de faire en sorte que les gens nous révèlent cette information-là sans se censurer, une censure qui serait reliée à la peur d'être jugé la plupart du temps. L'étude effectuée pour mon doctorat, donc, se fonde sur 2 questions. On a une démarche où on a des questions, c'est une démarche qualitative. Donc, on ne teste pas des hypothèses, on pose des questions et on essaie d'y répondre. La première question, c'est quelle est l'importance qu'une variation du contexte peut avoir sur les résultats obtenus lorsqu'on préteste des publicités sociales? Et la deuxième question, quelle pourrait être l'incidence du contexte sur l'autorévélation des participants lorsque les discussions abordent la dimension sexuelle. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une incidence? Est-ce qu'on pourrait calculer une incidence importante ou peu importante? L'idée n'est pas de quantifier. L'idée est de vérifier si cette incidence-là du contexte favorise ou pas l'autorévélation de choses, donc de parler de soi, de parler de choses qui pourraient nous exposer comme individus à des critiques et à des jugements. Je vais parler brièvement de la façon dont j'ai procédé, de la méthode utilisée pour mener cette étude. Le défi initial était de concevoir un instrument de collecte, donc de groupe de discussion pour prétest, qui calquait les pratiques réelles d'un organisme qui fait de la publicité sociale. Pour ce faire, j'ai utilisé les groupes de discussion prétest menés pendant une dizaine d'années au ministère de la Santé. J'en ai extrait la méthodologie récurrente, étant donné que ces groupes-là n'étaient pas basés sur de la théorie. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait, j'en ai extrait
une structure qui a servi à élaborer donc ce qu'est un groupe test typique mené par un promoteur de publicité sociale. J'ai réalisé les groupes pré-test en calquant donc les pratiques qui avaient en cours. J'ai utilisé 6 groupes de discussion, donc on a rencontré 45 personnes pendant 6 groupes de discussion. On a testé 3 pièces publicitaires réelles qui avaient déjà été produites par des entreprises dans le cadre d'activités de sensibilisation aux ITS. Le déroulement de chacun des groupes a été grosso modo de 90 minutes, ce qui est la durée standard qui a été identifiée dans les 10 années précédentes. Les contextes, puisqu'il fallait faire varier les contextes, on a utilisé 3 sites différents, j'en parlerai, et l'enregistrement a été fait audio pour des raisons pratiques, étant donné qu'il était difficile dans certaines conditions de faire des enregistrements vidéo. Il y avait aussi la préoccupation d'anonymat et de préserver l'identité des personnes qui avaient accepté de collaborer. Les 3 contextes ont donc eu dans chacun 2 groupes pré-test et pour chacun des contextes, il y a eu un rapport distinct qui a été produit. On a ensuite comparé les rapports pour vérifier s'il y avait des différences dans ce que peut donner un pré-test dans chacun des contextes. On a évalué aussi la fréquence et l'intensité de l'autorévélation dans chaque contexte. Je vous rappelle que c'était une donnée importante. L'autorévélation est un concept qui a été étudié tout d'abord dans le champ de la psychologie. Le psychothérapeute était intéressé à savoir si son patient, si son client acceptait de se révéler. On retrouve aussi dans les recherches plus récentes au niveau des médias sociaux une préoccupation sur l'autorévélation qui est liée à ce que les gens vont mettre comme contribution en ligne. L'autorévélation est reliée à l'exposition au jugement puis à la prise de risque. Si les gens sentent qu'il y a un risque à s'exprimer, ils vont retenir, ils vont s'empêcher de révéler des choses sur eux-mêmes. Donc, on a un concept qui est multidisciplinaire, qui est multidimensionnel, qu'on va parfois dans les études récentes sur les médias sociaux assimiler à une fréquence, donc en faire un concept unidimensionnel. Maintenant, l'idée n'est pas de dire je parle de moi et c'est simple, non, c'est beaucoup plus complexe. Il y a eu une grille d'analyse qui a été utilisée pour être capable d'avoir une autorévélation. Il fallait que la personne parle d'elle, qu'elle le fasse de façon notable, donc elle insiste pour qu'on prenne conscience qu'elle parlait d'elle. Et en plus, il fallait qu'elle le fasse dans un troisième temps, au-delà, over and above, dit-on en anglais, au-delà de ce qui était normalement attendu. Lorsqu'on révélait quelque chose qui n'était pas normalement attendu dans une discussion entre inconnus, donc on avait ce troisième critère-là. Donc, il y a eu une catégorisation d'autorévélation qui était faite. Et ça va bien au-delà d'une simple analyse d'occurrence de mots comme moi ou je ou d'autres expressions de style-là. En pratique, donc, il y a eu 3 contextes. Un contexte de laboratoire, une salle dédiée, une salle qui est traditionnellement les salles qu'on utilise lors des pré-tests commerciaux ou les pré-tests d'organismes gouvernementaux. 18 participants ont été rencontrés, 9 hommes et 9 femmes. Il y a aussi eu le contexte domiciliaire dans une résidence privée, dans un salon, habité par des personnes, donc un contexte qui n'est pas utilisé habituellement au Québec, entre autres. 16 personnes ont été rencontrées, 7 hommes et 9 femmes. Et le dernier contexte, en plein milieu d'un festival rock, sur un terrain de camping où les festivaliers campaient pendant quelques jours. Nous avons rencontré 11 personnes, 6 hommes et 5 femmes. Les difficultés de recrutement étaient beaucoup plus difficiles sur cette opération terrain-là, donc il y a eu un nombre un petit peu inférieur de participants, tout en rencontrant le 6 à 5 personnes que la littérature nous confirme étant acceptables dans des groupes de discussion. Je vous présente brièvement les environnements dans lesquels ont été menés les pré-tests. Le premier environnement, c'est le laboratoire, donc l'entreprise Somme, qui est une entreprise qui organisait et qui organise toujours des pré-tests pour différentes organisations qui font de la publicité sociale. C'était fait dans les locaux de Somme, donc on a ici un édifice commercial, on a une salle de rencontre aménagée avec une glace sans teint dans le fond, on a des locaux avec des tables confortables, l'animateur étant au bout de la
salle. Les micros sont dissimulés. Il y a une caméra qui est disponible dans ces environnements-là qui n'a pas été utilisée dans le cadre de ma recherche. Le second contexte utilisé est celui d'une maison privée. Vous avez l'illustration donc de la maison privée dans le coin inférieur gauche. La salle dans laquelle la discussion a lieu est un salon avec des chaises aménagées. C'était un environnement qui était relativement personnalisé. On était loin de la neutralité. C'est un environnement où les gens pouvaient choisir où ils s'assoyaient. L'enregistrement était fait avec un appareil placé sur la table. On avait la possibilité d'avoir des rafraîchissements, des jus. On avait la possibilité aussi d'avoir des boissons alcoolisées, ce qui n'était pas le cas dans l'environnement contextuel précédent, où seuls des cafés, des jus, des thés étaient offerts aux personnes. Il n'y avait pas d'alcool et on avait demandé aux gens de ne pas boire avant de se présenter. Donc, les discussions à domicile se sont déroulées pour les deux groupes dans l'environnement que je vous présente actuellement. Le dernier lieu d'expérimentation de collecte donc était une tente située à l'intérieur du terrain de camping d'un festival, le festival Woodstock en Beauce, qui se déroulait l'été pendant 4 à 5 jours en plein air au Québec, qui accumulait des spectacles rock, des spectacles de musique alternative. Le festival était, comme plusieurs festivals de musique, bien sûr, fréquenté par des gens en climat festif. Il y avait de la consommation fréquente de drogue et d'alcool. Il y avait aussi un bruit ambiant qui est absent des photos, mais qui fait partie de l'environnement de la rencontre. Les salles étaient surchauffées, donc la tente dans laquelle on se réunissait était surchauffée. Les gens étaient assis de façon circulaire, l'enregistreur était placé au centre. Paradoxalement, la structure de la tente étant en dôme, la sonorité a été d'excellente qualité, malgré les tam-tams, malgré les guitares, malgré les cris autour. Et les participants avaient ici encore la possibilité de se rafraîchir en buvant des boissons froides, soit des jus, soit des boissons gazeuses, soit des bières qui étaient disponibles pendant la rencontre. Donc c'était le troisième et dernier lieu de discussion qui a été retenu. Finalement, le matériel utilisé, le matériel sur lequel on laissait réagir les personnes, vous avez à la gauche inférieure des pochettes carton à l'intérieur desquelles il y avait des condoms. Les pochettes faisaient partie d'une stratégie publicitaire. C'était écrit regardez à quoi ressemble la chlamydia. Et à l'intérieur, le message était qu'il n'y a rien à voir finalement parce que c'est invisible. Le petit carton contenait donc plusieurs informations liées à la campagne publicitaire et un condom qui était distribué. La deuxième affiche à droite est une affiche, donc l'affiche rouge, qui était disposée dans des bars, dans des clubs, dans des environnements, dans la région surtout de Québec, mais dans quelques autres environnements aussi à travers la province de Québec. Le slogan « Qu'est-ce que tu vas ramener ce soir ?» avait pour but de sensibiliser les gens au fait qu'un tiers des personnes qu'ils pouvaient rencontrer dans un bar donc avaient des ITS et que le condom était une façon de se prémunir. Finalement, à gauche, excusez-moi, au coin supérieur, vous avez des maquettes de sites web qui ont été présentées de façon à vérifier la réceptivité à des visuels qui étaient liés à des métaphores, à des jeux de mots. Par exemple, vous avez de façon visible le slogan « Le condom, c'est propre » où vous avez une disposition de condom qui évoque des organes génitaux, il y avait des subtilités, il y avait un certain effort intellectuel à fournir, et c'est ce qu'on testait, entre autres, au niveau de la réceptivité. Donc, 3 pièces différentes, 3 pièces véritablement produites qui ont été testées dans le cadre de ma recherche doctorale. D'importants efforts ont été investis à maintenir comparables les prétests. Cependant, certaines particularités doivent être notées. Dans le cadre du prétest en laboratoire, dans les locaux de Somme, le recrutement téléphonique a été conforme aux pratiques habituelles qui liaient le ministère de la Santé et Somme, donc les pratiques qui étaient définies par le contrat de service avec le ministère. Aucun alcool n'était présent, les participants avaient possibilité de boire de l'eau, des jus et du café.
Dans le cadre des résidences, bien sûr, le recrutement a été fait par présentation dans des classes sur le campus universitaire. Les présentations ont été faites, des coordonnées téléphoniques ont été laissées et les participants avaient le choix de contacter, s'ils souhaitaient participer, bien sûr, une personne au numéro de téléphone qui était laissé. À ce moment-là, on lui expliquait quelles étaient les modalités du groupe et s'ils étaient toujours intéressés, on leur donnait rendez-vous sur les lieux où avaient lieu le jour même les rencontres. Le contact donc était initié par les participants. Les coordonnées téléphoniques et des lieux ont été donnés par, bien sûr, téléphone. Sur place, les gens pouvaient boire de l'alcool, du café, des jus. Quand on parle d'alcool, on parle bien sûr de bière uniquement. À Woodstock, le recrutement a été fait sur le site de camping où il y avait plusieurs centaines de tentes par 3 assistants qui allaient de tente en tente en sollicitant des hommes et des femmes pour participer. Les coordonnées de la tente étaient remises à ce moment et un rendez-vous était fixé pour le lendemain de façon à être certain que les gens avaient vraiment la capacité de décider de participer ou pas. Donc le lendemain, on leur donnait un rendez-vous, les assistants allaient les chercher pour les conduire à la tente. C'était difficile de trouver la tente sur les lieux. Et on leur présentait lors de la tente, bien entendu, des modalités de pré-test. Toujours dans le but d'avoir des groupes de discussion comparables, donc on a utilisé le même groupe de discussion dans les 6 groupes, peu importait le lieu où se tenait le groupe. Ce guide de discussion-là, basé sur ce qu'on avait identifié comme structure générale dans les pré-tests du ministère de la Santé, dans ses campagnes sociales, donc ce guide de discussion comportait une introduction, qui était une présentation du déroulement, une autre affirmation des buts et objectifs, une autre période où les gens devaient consentir et signer l'accord de participation. Donc une 3e vérification, la plupart du temps, de façon à ce que les gens aient un consentement éclairé et manifeste. Les personnes devaient aussi, au début de la discussion, signifier verbalement qu'elles acceptaient de participer sans contrainte. Il y a eu au début des groupes de discussion, il y a eu une mise en contexte où on parlait de comportement de séduction, de perception des ITS, de comportement avec des partenaires sexuels. L'idée était de reprendre donc ce qui se faisait des périodes de réchauffement dans les groupes du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais l'idée était aussi de créer une atmosphère qui ressemblerait le plus à des situations qu'on pourrait rencontrer lorsque les gens sortaient dans des bars, dans des clubs, dans des lieux de rencontre à la recherche éventuelle de partenaires. Donc on essaie de créer une mise en situation en mettant les personnes en contact avec les comportements de séduction, avec des expériences antérieures et tout. Une partie du matériel faisait partie de l'analyse, donc quand on parle de auto-révélation, c'est surtout sur cet élément-là que porte notre regard. Après ça, les présentations des pièces et des discussions pour chacune des pièces, donc 3 pièces, on procédait en suivant le même parcours, c'est-à-dire qu'on vérifiait si les gens appréciaient, aimez-vous ou n'aimez-vous pas. On leur demandait de préciser pourquoi ils aimaient ou pas chaque pièce. On leur demandait aussi de nous dire ce qu'ils avaient compris parce qu'il n'était pas évident que les gens comprenaient tous la même chose. On peut aimer quelque chose qu'on comprend mal, ou on peut ne pas l'aimer tout en le comprenant bien ou en le comprenant mal. L'intérêt suscité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Est-ce que c'est quelque chose que vous regarderiez si jamais c'était présent dans votre environnement? Et finalement, l'efficacité perçue, qui est une mesure qui, selon certains auteurs, peut être associée à l'efficacité anticipée d'une pièce publicitaire. Donc, c'était grosso modo le type de discussion qui était repris dans l'heure et demie généralement là, de rencontres pour chacun des groupes de discussion. Le matériel verbal était enregistré. Il y avait 2 dispositifs d'enregistrement qui avaient été présentés aux participants. Ce n'était pas fait à leur insu. C'était un enregistrement audio seulement. Le matériel, après ça, a été retranscrit par écrit de façon avec le logiciel HyperTranscribe. C'est le contenu donc écrit
qui a fait l'objet d'une analyse thématique de contenu. On a procédé avec un codage déductif, c'est-à-dire que on avait déjà des prétests définis qui sortaient des pratiques du ministère de la Santé. Et on a aussi utilisé un codage qui était tiré des articles de Anne Taki qui avait écrit sur l'autorévélation pour coder l'autorévélation. Les transcriptions, donc, ont été traitées par Hyper Research qui permettait de faire un codage, je m'excuse, qui était relativement long. Les propos des participants étaient un peu chaotiques. L'idée de faire des groupes de discussion semi-directifs imposait le fait qu'on tolérait que les participants puissent parler 2 ou 3 à la fois, tout en n'encourageant pas, bien sûr, et en favorisant les énoncés les plus distincts. La comparaison des groupes, parce que là, on avait 6 groupes, donc, la comparaison des groupes a été faite avec une méthode qui s'appelle le Framework Analysis, qui consistait à prendre des segments, à les résumer, à fabriquer une présentation matricielle et à pouvoir mettre côte à côte les différents résultats pour faire ressortir des similitudes ou des différences. On va maintenant aborder les résultats et les conclusions de la recherche. Les résultats, je vous l'ai dit, ont été présentés avec des tableaux où on séparait les 3 lieux. On séparait aussi les réponses du groupe homme et du groupe femme. Les groupes étaient scindés, étant donné qu'on parlait de comportement sexuel suivant une convention répandue. On évitait de mettre ensemble les hétérosexuels de genres différents de façon à éviter des comportements de séduction ou d'influence. Et on séparait aussi dans les tableaux les pièces qu'on avait identifiées et sur lesquelles on discutait. Les prétests ont tous donné des rapports de prétests. On a donc procédé dans chacun des environnements, dans chacun des groupes, à des prétests, tout comme on le faisait de façon standard dans n'importe quelle campagne de publicité sociale qu'on prétestait. Donc on s'est retrouvé à comparer des rapports de prétest, le rapport de prétest étant ce que le promoteur a dans les mains. Donc le résultat d'un prétest commercial, d'un prétest en recherche appliquée, contrairement peut-être à ce qui se passe en recherche scientifique, donc où on va aller plus dans le détail, le verbatim, et on fait une analyse plus poussée. Dans le prétest de recherche appliquée, donc le résultat, c'est le rapport de prétest. Et c'est ce qu'on a comparé. On a aussi comparé, étant donné qu'on est dans une démarche scientifique et qu'on s'intéressait à vérifier l'autorévélation, on a aussi comparé pour chacun des environnements l'autorévélation, son occurrence et ses marqueurs dans chacun des environnements donnés. Donc, les résultats des prétests présentés sous un format matriciel, c'est le tableau qui se trouve sur votre écran à l'heure actuelle. On a les 3 contextes qui sont donc pour les hommes et les femmes, le laboratoire, pour les hommes et les femmes, le domicile, et pour les hommes et les femmes, la tente qui symbolise le festival. Et on a les pièces qu'on a mesurées, c'est-à-dire la pochette condom, les affiches et le site web. Dans chacun des cas, les critères du prétest, donc vérification de l'appréciation, de la compréhension, de l'efficacité et de l'intérêt, ont été notés. Vous noterez une exception dans ce qui concerne le site web. En cours d'analyse, on s'est rendu compte que finalement, il était impossible de vraiment faire un test de type publicitaire avec une maquette de site web en demandant aux gens est-ce que vous pensez que ça va être efficace, est-ce que ça a retenu votre intérêt, pour des raisons qui tiennent tout simplement aux motivations pour lesquelles on consulte le web. Donc, la question d'efficacité, quand on consulte à la recherche d'information, l'efficacité, ça se résume à est-ce que je peux avoir l'information. De la même façon, l'intérêt, si les personnes ont consulté un site web, c'est qu'il y avait l'intérêt de le consulter. Donc, c'était efficacité et intérêt, 2 paramètres qui ont semblé rapidement inefficaces pour notre besoin d'analyse. Vous constatez en regardant la matrice globale la différence qu'il y a entre les prétests laboratoires, donc les 2 colonnes de gauche, qui sont la modalité traditionnelle avec laquelle on procède, et les modalités en domicile et en lieu de festival. Les codes de couleur utilisés nous disent que
l'appréciation était positive généralement lorsque c'est vert, que l'appréciation était mitigée lorsque c'est jaune et qu'il y avait une appréciation négative lorsqu'on a des zones rouges. Vous constaterez que la majorité des commentaires recueillis dans le laboratoire donc étaient positifs, quelques zones jaunes, une zone rouge, mais par opposition, on voit très facilement que dans les domiciles et dans la tente, donc dans le lieu de festival, on a une présence beaucoup plus importante de commentaires mitigés ou négatifs, au point où, en ce qui concerne l'élément 2, donc l'affiche, qui était jugée positivement dans les groupes de discussion en salle de laboratoire, on a des résultats qui nous permettent de dire que le commentaire négatif est présent partout dans les autres contextes. Et donc, s'il y avait eu lieu de faire ces groupes de discussion-là pour déterminer du sort de la maquette présentée, il y aurait eu soit des modifications majeures, soit un rejet de la maquette, donc présenter l'affiche rouge, qu'est-ce que tu vas ramener ce soir, qui n'aurait pas passé le pré-test dans les groupes de discussion hors laboratoire, alors que ce qui sortait dans les groupes traditionnels, ça passait très bien le pré-test. L'autre élément d'analyse qui a été fait touche aussi l'occurrence de l'autorévélation. L'autorévélation, on avait 3 thèmes donc, qui nous permettaient d'identifier l'autorévélation. Il fallait que la personne parle d'elle-même, c'est-à-dire qu'au-delà du simple énumération lexicale, on ne se contentait pas de dire le mot « je » est-il présent ou le mot « moi ». Non, on analysait vraiment le sens de l'intervention. C'était pas un décompte du vocabulaire. Et on se posait face à chaque énoncé, la personne parle-t-elle d'elle? Si oui, on cotait. La personne le fait-elle de façon notable? Le faire de façon notable, ça veut dire insister. On pourrait dire je suis convaincu d'être à risque d'avoir des affections transmises sexuellement. À ce moment-là, la personne parle d'elle-même. Si elle dit « je suis très convaincu d'avoir des infections un jour », la personne le fait de façon notable. Au-delà de ce qui serait attendu, l'expression anglophone étant over and above, c'est le troisième critère, c'est-à-dire que les personnes vont tenir un discours où elles parlent d'elles de façon notable, mais d'une façon qui n'est pas appropriée normalement dans une rencontre entre inconnus, ce qu'on ne s'attend pas à retrouver. Par exemple, il y a des gens qui ont révélé, lorsqu'il y avait un risque, lorsqu'on parlait de risque de contracter des ITS, ils ont parlé de leur rapport sexuel, ça allait, ils parlaient d'eux. Ils le faisaient de façon notable en revenant répétitivement sur la même chose, mais en disant « moi, je suis tombé enceinte parce que j'ai pas utilisé de condom » et ta. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas attendu, qui n'était pas demandé, qui n'était pas sollicité. Donc, si on avait le troisième item, on cotait donc là-dessus. Vous voyez les résultats, donc homme-femme dans chacun des contextes. Vous vous rendez compte que les gens vont plus facilement parler d'eux, moins facilement le faire de façon notable et moins facilement le faire de façon qui est supérieure à ce qui était attendu. Maintenant, on voit le contraste, alors qu'en domicile, par exemple, la troisième colonne, au-delà de ce qui est attendu, on a 6 énoncés qui répondent. On va se retrouver en contexte festif avec 38 énoncés qui répondent. L'analyse nous montre qu'il va y avoir une plus grande fréquence d'autorévélation dans les lieux festifs, une présence plus faible dans les autres lieux. Lors de l'analyse, finalement, ce qu'on a identifié, c'est que en contexte domiciliaire, il n'y avait pas une liberté totale et étant donné que le domicile est associé à une personne, la liberté d'expression semblait moins facile à sortir et se comparait peut-être plus à ce qu'on avait en laboratoire. Maintenant, c'est un cas intéressant qui a été discuté dans l'analyse de la thèse. En conclusion, la réponse aux 2 questions de recherche, c'est que oui, les rapports de pré-thèse d'une pièce publicitaire peuvent varier. On peut avoir des résultats différents si on varie le lieu où se déroulent les discussions. Je dis bien on peut. Le contexte peut aussi favoriser ou non l'autorévélation et son intensité.
En domicile, on en a eu moins à certains égards. En festival, on en a eu plus. Donc, le contexte influencerait l'autorévélation, ce qui suggère qu'il peut influencer aussi les énoncés qui prêtent au jugement, les énoncés à partir desquels la personne pourrait logiquement craindre d'être jugée par les personnes présentes. La portée des résultats, grosso modo, c'est que le lieu des rencontres ne peut être considéré comme sans importance, contrairement à ce qu'on trouve dans la littérature. C'est l'aspect novateur de cette recherche-là, alors que certains auteurs disaient qu'il n'y avait aucune importance à attribuer au lieu et que c'était l'analyse, que c'était le guide de discussion et l'animateur qui déterminaient la qualité des données. L'expérimentation qui a été faite nous dit que non, il y a une importance et que le lieu peut affecter l'autorévélation et pourrait affecter les résultats, entre autres, d'un prétexte publicitaire. Le laboratoire d'observation, donc les locaux commerciaux, ne sont pas automatiquement le meilleur lieu pour prétester tout type de publicité, contrairement à la perception répandue. Je ne dis pas ici que ce n'est pas un lieu adéquat. Le laboratoire peut être le meilleur lieu dans certains types de publicité. Maintenant, pour ce qui est de la publicité sociale, il n'y a pas d'évidence. Et ce qui est évident, en tout cas, c'est que le laboratoire ne garantit pas que les résultats obtenus sont neutres et n'ont pas été influencés par le contexte. Ici s'applique la réflexion de Václavic qui disait qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Un laboratoire neutre est une utopie. Le laboratoire qui se situe dans un local commercial avec une disposition commerciale exerce aussi une influence sur la façon dont les groupes se déroulent et le matériel qui est colligé. L'autorévélation, finalement, peut être influencée par les contextes affectant la formulation d'opinions qui pourraient mettre les participants à risque. Donc, dans les pré-tests ou dans les groupes de discussion qui touchent à des sujets qui pourraient exposer la personne au jugement des autres, il va y avoir une attention à apporter à ce point-là. Les limites, bien sûr, il y a eu 6 groupes seulement avec un nombre de participants limité. C'était dû à des difficultés logistiques et bien sûr à l'absence d'un budget significatif. Une des difficultés a été que le recrutement du second... Une des limites a été liée au fait que le recrutement du second site ne visait que des universitaires. Il y a eu une certaine homogénéité et l'analyse des discussions laisse voir qu'il y a une approche un peu intellectuelle de la discussion qu'on a eu avec les universitaires qui était moins présente chez les autres personnes. Par exemple, chez les universitaires, les gens ont critiqué l'utilisation de la couleur rouge et du contraste visuel en s'attachant à des données théoriques de communication, ce qui posait peut-être un problème. Donc, un équilibrage avec d'autres participants que des universitaires aurait pu être intéressant. Les limites aussi, il est impossible de rattacher les énoncés à un participant donné. Considérant la façon de mesurer, considérant qu'il n'y avait pas d'identification visuelle, considérant la non-directivité, donc on s'est contenté de choisir une analyse des propos, mais sans être capable de rattacher aux participants A, B, C ou D des interventions tout au long de chacun des groupes. Dans le cas présent, ça n'avait pas d'importance réellement, étant donné qu'on ne voulait pas évaluer le cheminement d'un participant pendant les 90 minutes de discussion. On faisait, comme on fait dans les groupes de discussion en pré-test publicitaire, on ne faisait que colliger des énoncés. Pour les conclusions, donc, l'idée qu'un laboratoire neutre garantit la qualité des données est une utopie. Il n'y a pas de laboratoire neutre. Et le laboratoire ou le lieu dans lequel on fait un pré-test fait partie des considérations à envisager lorsqu'on fait un groupe de discussion pour un pré-test ou pas, mais ce n'est pas en aucune façon une garantie. On ne peut pas dire j'ai la certitude que les données sont bonnes parce que j'ai respecté les normes d'utilisation de l'outil. L'autre conclusion, c'est qu'il faut adapter les pratiques provenant du marketing commercial à la réalité et aux objectifs de la santé publique. C'est un avertissement intéressant. Il y a un travail à faire. On ne peut pas transposer. Et une approche marketing commercial lors du pré-test n'est pas non plus automatiquement pertinente. On ne parle pas au même public, on n'a pas la même cible, on n'a pas les mêmes enjeux. Donc, il y a une adaptation nécessaire en recherche.
En ce qui concerne la recherche, dans les conclusions, bien sûr, il faudrait continuer à étudier, essayer de réfuter, essayer de confirmer ce qui a été trouvé dans cette étude-là. Il y a lieu aussi, il y a un intérêt à étudier la pertinence et les enjeux de pré-test auprès de consommateurs qui sont sous l'influence de psychotropes comme l'alcool. C'est un peu ridicule quand on y pense de vouloir mesurer quelle est la perception que des participants qui ont bu de l'alcool vont avoir d'une publicité qui est présentée dans des lieux festifs ou des lieux de consommation, et vouloir le mesurer un après-midi autour de la table en buvant un thé ou en buvant un café. Il y a quelque chose là, qui pourrait être exploré. Notre étude démontre qu'il y a une faisabilité de façon éthique et respectueuse de questionner des participants qui peuvent avoir consommé. De toute façon, il faut noter qu'il n'y a aucune garantie dans les groupes de discussion qui n'ont pas lieu dans un endroit festif, il n'y a aucune garantie qu'avant de venir participer au groupe, les gens n'ont pas bu d'alcool ou ne sont pas sous l'influence de psychotropes comme des benzodiazépines ou des anxiolytiques. Donc, il y a un problème là qui mérite d'être discuté et qui mérite d'alimenter une réflexion au niveau des chercheurs. Enfin, l'idée serait de faciliter pour les chercheurs l'accès aux rapports des prétests menés par les organismes publics. Il y a peut-être une sous-valorisation des prétests lors des recherches appliquées qui est peut-être une erreur. Un prétest réalisé avec une méthodologie rigoureuse, les groupes de discussion peuvent donner du matériel qui pourrait servir à la réflexion générale en santé publique. Ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que si le prétest est réalisé à même des fonds publics, on pourrait, comme chercheur, demander que ces prétests-là soient conservés et soient utilisés ultérieurement lors de recherches par des universitaires, par des chercheurs. Conclusion générale, au niveau de l'interdisciplinarité, notre étude confirme l'intérêt de rapprocher les pratiques de la santé publique, des pratiques de recherche en santé publique avec les pratiques de recherche en communication. Il y a des intérêts au niveau tant des savoirs scientifiques, de la recherche, que de l'éducation ou même que des pratiques d'intervention. C'est possible. Sur ce, je vous remercie. La thèse en entier est disponible, bien entendu, sur le site de l'Université Laval et sur d'autres banques où elle est enregistrée. Vous avez le code QR qui peut vous amener à un des endroits d'entreposage en ligne. Mon nom est Claude Giroux. J'ai un blog qui s'appelle pubsocial.com. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie les organisateurs qui m'ont donné la chance d'articuler et de concevoir la présente présentation. Merci beaucoup.